Monsieur Poncart-de-Sac. Bonjour Diane, eh bien, je salue avec les internautes qui vont nous écouter et nous voir votre venue. Voilà, Oui. c'est un élément féminin qui manquait jusqu'à présent. Ça fera moins macho. Voilà. Donc, pouvez-vous nous parler du témoignage de Philippe Verdier, chef du service météo de France 2 pour climato-scepticisme? Alors voilà, ça complète un petit peu la question de Diane tout à l'heure, puisque voilà quelqu'un que je connaissais de le voir au moment de la présentation de son bulletin météo, qui émet quelques doutes sur la thèse mondialiste du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, Hollande, qui va organiser la énième réunion sur le réchauffement climatique, estime qu'il est dérangeant et hop dehors. Donc on le sort du bulletin météo de, je crois que c'était France 2. Voilà. Et ce sont ces gens-là qui ont toujours le mot de tolérance à la bouche. Alors voilà. Alors ce qui m'a surpris, très agréablement surpris avec Philippe Verdier, c'est ce qu'il a dit, sa réaction. C'est remarquable. Il met carrément le doigt où ça fait mal, en disant qu'en fait, cette histoire de réchauffement climatique, c'était un moyen pour un des moyens pour imposer la gouvernance mondiale. Il a compris. Il a compris. Voilà. Question suivante. Allocation aux handicapés, impôts locaux des retraités, aide au logement, aide juridictionnelle. Pourquoi le gouvernement, accusé d'amateurisme, reporte ou annule ces réformes? Bon, alors il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect du scandale de cette politique, de cette gauche qui se présente toujours comme défendresse du peuple, du faible, etc., qui, cherchant désespérément de l'argent partout où il pourrait encore gratter, change les règles d'imposition de ces catégories sociales défavorisées, pour essayer de trouver un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce que tout l'argent des Français file pour payer les frais de l'immigration. Alors évidemment, à quelques semaines des prochaines élections, vu les réactions que cela a engendré, hop, machine arrière toute. Mais voilà comment on est gouverné. Ils essayent, si ça passe tant mieux, ils vont encore racler un petit peu le fond de tiroir, et si ça passe pas, poussés par l'urgence et leur panique des prochaines élections, il faut machine arrière. Voilà comment on est gouverné. Invité du grand jury sur la radio RTL le 1er novembre, Jean-Luc Mélenchon juge l'impôt actuel aussi injuste que sous l'Ancien Régime. Est-ce exact de dire cela? Alors, d'une part, je dirais que c'est une connerie. Je m'excuse auprès de Diane d'utiliser de gros mots. C'est une connerie parce que l'Ancien Régime, c'est quoi? C'est toute une succession de génération en génération. Alors s'il disait, à partir de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, admettons, mais alors là, il serait intéressant, je propose ça aux internautes, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire ces recherches, c'est de faire une comparaison de ce que coûtait l'Ancien Régime par rapport à ce que nous coûtent nos bons démocrates au pouvoir aujourd'hui. On aurait quelques surprises. Oui. Alors, au printemps 2016, les homosexuels pourront donner leur sang, malgré les risques de transmission du sida. La lutte contre la discrimination passe-t-elle avant la santé des Français? C'est évident, votre question comporte la réponse. C'est évident. C'est l'obsession qu'il ne faut pas qu'ils soient exclus de la société. Je regrette beaucoup, mais c'est tout de même une population à risque qui, en plus de ça, on sait qu'environ à 80%, ils sont drogués. Donc, c'est toujours vraiment, c'est la dictature de la compassionnelle, comme je l'avais titré mon éditorial de l'avant-dernier numéro de la politique, dictature compassionnelle. Alors, on pleure sur les homosexuels qui n'ont pas leur place dans la société, etc. Et je regrette beaucoup, ils n'ont pas leur place dans la société parce qu'eux-mêmes sont en dehors de la société. Tout de même, je regrette beaucoup des mœurs contre nature. C'est comme ça, que ça leur plaise ou non, et que ça leur plaise ou non à ceux qui nous gouvernent, c'est comme ça. Alors, moi je suis partisan
D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'homosexuels qui ne demandent pas qu'on parle autant d'eux, qu'on leur fiche la paix et qu'on nous fiche la paix avec ce problème. C'est un problème personnel qui leur est comme ils veulent, mais qu'on ne cherche pas à faire des lois pour rendre normal ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui explique les manifestations importantes des policiers français le 14 octobre 2015? C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, et alors ça risque de devenir très intéressant, parce que quand les légions de la République commencent à se soulever, on ne sait pas jusqu'où cela peut aller. En fait, c'est quoi ce ras-le-bol? D'abord, c'est que quand un policier se fait tirer dessus, est blessé ou est tué, policier ou policière, l'État, à la limite, trouve ça normal. Et si on attrape un responsable, bon, il est traité le plus gentiment possible. Il y a incontestablement de la part de ceux qui représentent les valeurs républicaines une sympathie pour la crapule. Et je vous rappellerai, j'en vais en parler d'ailleurs cet après-midi dans ma conférence, il y a une sympathie pour la crapule, et si on observe bien ce qui s'est passé au moment des journées révolutionnaires, au moment de 1789 jusqu'à 93, la Révolution, les acteurs, les inspirateurs de la Révolution ont utilisé la racaille de Paris. Et la grande erreur de Louis XVI aurait été de prendre la racaille de Paris pour le peuple de France. Voilà. Alors pensez-vous, comme certains élus, les Républicains, que le PS favorise la montée du FN? Alors, on en a beaucoup parlé au moment de Mitterrand, et ça je veux bien le croire. Mais alors là, petite parenthèse justement, je pense que c'est en tout cas à l'un de ces moments que Le Pen a commencé à être tenu. Ça a été du donnant-donnant, je pense. Bon, ceux qui seraient intéressés à creuser le problème, je leur signale mon livre qui s'appelle L'histoire d'une trahison. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui je dirais non. Pour une raison très simple, il suffit de voir l'hystérie haineuse de Valls contre le Front National, c'est la panique. Quand cet individu en arrive à dire que si Marine Le Pen était élue, il interromprait le processus électoral, mais c'est faramineux. Ce sont ces gens-là qui viennent nous donner des leçons de démocratie, de tolérance, etc. etc. Voilà. Donc non, ça je ne crois pas du tout. Mais c'est un argument de la part de l'UMP et les Républicains qui eux aussi paniquent devant la montée du Front National. Que pensez-vous du dernier livre de Philippe de Villiers, Le moment est venu de dire ce que j'ai lu? Bon, alors Philippe de Villiers, c'est un cas. Il dit des choses très bien, par moment, rien à dire. Son livre, je vous dirais franchement, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Une quantité de choses à lire, donc j'y vais par tranches successives. Il y a, de ce que j'ai vu, des extraits, il y a des choses qui sont très bien, mais il y a toujours des choses qui me dérangent avec lui. C'est que, dernièrement, il a été interrogé justement à propos de son livre. Il a été interrogé par, je ne sais pas si c'était Bourdin ou un autre, et qui lui a posé la question sur ce qu'il pensait, toujours la question piège, ce qu'il pensait de Vichy et de Pétain. Et au lieu de répondre franchement, et dire ce qu'il y avait à dire là-dessus, il s'est contenté de dire « Ah, mais dans ma famille, il y a eu tel et tel résistants. » Voilà. Il a simplement oublié une petite chose, c'est que dans sa famille, il y avait aussi des pétainistes. Alors voilà Philippe de Villiers, donc il se drape maintenant dans une attitude de sauveur intellectuel de la France. Je veux bien, pourquoi pas, mais là encore, je rappellerai aussi qu'après avoir fait une très bonne campagne contre la Constitution européenne, il n'a rien trouvé de mieux dans les mois et années suivantes de soutenir l'UMP et de rallier l'UMP. Alors voilà, moi ça me dérange des gens qui vous disent des choses très bien, mais qui, au point de vue acte, ne sont pas cohérents avec leurs déclarations. Donc, sur Philippe de Villiers, attendre et voir venir.
Diane. Oui, le Conseil constitutionnel a accepté la question prioritaire de constitutionnalité de Vincent Renoir concernant la loi Guesso. Serait-ce un premier pas vers l'abrogation de cette loi? Et je dirais que je n'ose y croire. Le, le texte est très ambigu, ce n'est pas abrogé. C'est apparemment, on dit, d'après les textes que j'ai vus à ce sujet-là, que deux phrases sont supprimées, l'allusion au crime contre l'humanité, je ne sais plus quoi encore, mais la décision ne sera prise qu'en octobre 2016. Alors, sous un attendu absolument mais torturé, disant que oui, mais si on le faisait maintenant, ça empêcherait certaines organisations de poursuivre en fonction de certains textes, etc. Enfin, un méli-mélo, un berlificoté invraisemblable. Alors, bon, d'ici là, imaginez un petit peu ce qui va se passer. Tous les lobbies de pression vont jouer. Je crois pas. Je crois pas. Bon, Renoir a bien joué. Pour une fois, je saluerai ce qu'il a fait, à côté de toutes les énormités qu'il est capable de sortir à certains moments, en niant le complot. Justement, on est en plein dedans. Donc, je vous dis, j'y crois pas. Ce serait une bonne surprise, mais je crois pas. Le 5 octobre dernier, alors que plusieurs centaines de salariés ont envahi le siège d'Air France, certains des manifestants s'en sont pris violemment à un directeur des ressources humaines d'Air France, Xavier Brossetta. Que pouvez-vous nous dire sur cet événement et plus généralement, que pensez-vous des syndicats et du syndicalisme en France? C'est tout de même extraordinaire, ce pouvoir républicain, démocratique, etc., qui amène justement à des situations pareilles où finalement les choses se règlent à coups de poing, lapidation ou choses comme ça. Et si vous avez lu, et vous avez lu mon livre Le nationalisme français, vous savez très bien quelle est notre thèse dans les conflits sociaux. Il faut supprimer les syndicats et réserver le traitement des conflits sociaux à une juridiction spéciale de juges indépendants. On ne peut pas admettre que des syndicats, par leur paralysie d'une structure, que ce soit Air France, que ce soit n'importe quoi, paralysent le pays, paralysent l'entreprise et paralysent le pays. Ce n'est pas admissible, parce que tout le monde en souffre. Or, le but de ce que nous représentons, le nationalisme français, est de concourir au bien général. Donc on ne peut pas accepter que des intérêts particuliers, qui sont très particuliers, parce que je regrette beaucoup quand je vois les responsables des syndicats s'amener, notamment celui de la CGT, qui n'y est plus d'ailleurs, mais c'est toujours la même chose, qui s'amenait et repartait des manifestations syndicales en dernier modèle C6 Citroën hyper luxueux, et damner de la terre, c'est tout de même à voir et à corriger. Donc nous sommes contre les syndicats. Ça doit être le règlement j'insiste bien, le règlement des problèmes sociaux doit se faire par une juridiction qui juge les arguments des uns et des autres et qui tranche. Alors, question d'actualité à l'étranger. Viktor Orban dénonce une conspiration derrière l'invasion que subit l'Europe. Comment expliquer cette liberté d'expression du président hongrois et pourquoi est-il le seul à dénoncer? Il y a parfois de bonnes surprises, quand même, dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Viktor Orban, c'est une excellente surprise. Et je crois que s'il a cette liberté de parole, c'est parce qu'il sait très bien qu'il est soutenu par Poutine. Il y a des accords entre la Russie et la Hongrie. À tout point de vue, sur le plan énergétique, économique, tout. Donc il se sent relativement libre de dire, et puis bon, il a le souci de la survie de son pays, lui. Je ne peux pas en dire autant des nôtres. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, Daniel Keller, grand maître du Grand Orient de France fraîchement réélu, nous explique que la République est en danger. Qu'entend-il par là? Il a tout à fait raison, ce brave homme. Quand il voit la montée de la colère des Français contre tout ce que fait le régime, qu'il soit socialiste ou libéral, puisque ce que font les socialistes,
c'est la continuation de ce qu'a fait Sarkozy et avant lui Chirac et compagnie, et Giscard, pas oublier le petit Giscard non plus, le regroupement familial. Hein, et puis la loi perverse de 1973 qui interdisait l'État français d'emprunter auprès de la Banque de France pour l'obliger à endetter le pays auprès des banques privées. Banques privées? Ah oui, lesquelles? Mais l'accord a été passé avec Rothschild. Alors, question suivante. Peut-on interpréter l'explosion de l'Airbus russe en Égypte comme un signe de représailles des États-Unis envers la politique russe? Alors, bon, difficile de dire, bon, ce sont les États-Unis, mais en tout cas, ça les sert. Qui a fait le coup exactement? Alors, qu'est-ce que ça a été? Un missile? Je n'y crois pas vraiment, parce qu'il faut une infrastructure tout de même importante. Or, c'est pas Al-Qaïda, l'État islamique n'est pas équipé, à notre connaissance, d'un matériel suffisamment sophistiqué pour pouvoir lancer à 10 000, 12 000 mètres d'altitude un missile. Je pense que ça a été une bombe. Alors, bombe, bon, il faut bien voir que dans tous ces pays arabo-musulmans, faire la différence entre les uns et les autres, il y a certainement des moyens de placer une bombe et la mettre à l'endroit voulu. On a dit un accident technique, ça a été tellement brutal, je n'y crois pas. Je crois que c'est plutôt... Donc il est évident que ce soit les États-Unis directement ou indirectement, c'est une réponse à la politique de Poutine en Syrie. Ça c'est évident. Et non seulement en Syrie, parce que les États-Unis sont en train de se rendre compte, ça je le rabâche, je le répète et je le répète, et Poutine non seulement par sa réaction sur le plan militaire au Moyen-Orient, en Syrie, est en train de mettre fin à l'hégémonie américaine par sa politique de dédollarisation. Et ça va faire à la longue très mal aux États-Unis, qui vont perdre, si ça continue comme ça, ils vont perdre leur leadership sur le monde. Et qui dit perdre le leadership américain sur le monde, c'est ce qu'il y a derrière les États-Unis qui va aussi perdre son influence. Pas besoin de vous faire un petit dessin. Que répondez-vous à Bernard Cazeneuve, qui lors de la convention nationale du CRIF organisée le dimanche 1er novembre, a affirmé « Les Juifs de France sont la part la plus sensible et la plus vivante de la République ». Lui aussi, comme Daniel Keller, il est logique. Il sait très bien que les fondements de la République, c'est le monde juif et maçonnique. Il a tout à fait raison, cet homme. Il sait reconnaître les siens, lui. Suite à l'attentat survenu le 10 octobre à Ankara, pouvez-vous revenir sur le conflit qui oppose les Turcs et les Kurdes? Oh là là, c'est très complexe, c'est très ancien. Et le problème turc n'est pas un problème évident à régler parce que c'est une entité qui est répartie sur 3 ou 4 pays. Donc il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Syrie. Alors, dans ce contexte-là, c'est pour ça que je dis que c'est complexe, c'est que les Kurdes de Turquie s'affrontent très violemment avec le gouvernement d'Erdogan. Par contre, en Syrie, les Kurdes sont les alliés de Bachar el-Assad contre l'État islamique que protège Erdogan. Donc vous voyez la complexité de la chose. Et c'est ça la politique. On a des alliances ponctuelles à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on est amis pour l'éternité. Et c'est ça c'est vraiment la réelle, comme on dit, la réelle politique. Et il faut bien voir une chose, c'est que les Américains s'appuient sur Erdogan pour qu'il canarde les Kurdes, qui sont des alliés de Bachar el-Assad contre l'État islamique. Donc vous voyez, tout ça tourne autour des intérêts régionaux des États-Unis, sans oublier que derrière le bras armé des États-Unis, c'est le grand Israël qui est en jeu. Pas oublier ça. Que pensez-vous du soutien apporté par Jean-Marie Le Pen à la refondation du Parti nationaliste français? Bon, il y a plusieurs choses
On en a parlé dans le dernier numéro de la politique, je crois. D'une part, il veut faire parler de lui, ça, il est malade, on ne parle plus de lui, puisqu'on ne parle plus que de sa fille, et de Florian Philippot, et pour les meilleurs et pour le pire. Et à la place d'André Gandillon, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, qui est le secrétaire général du Parti nationaliste français, je me méfierai quand même un petit peu, parce que si, sous prétexte d'aider le Parti nationaliste français, Le Pen va encore sortir des énormités, bonjour les dégâts. Et donc, en plus de ça, avec un certain Benedetti qui, lui, ne rate jamais une pour se faire lui aussi remarquer en sortant des âneries qui ont provoqué la disparition de son parti, l'œuvre française, quelques mois après avoir été nommé, donc vraiment c'est un rapide. Donc voilà, Le Pen, tant qu'il sera en vie, il sortira des énormités pour qu'on parle de lui. Alors, à qui cela profite, je vous le laisse deviner. Avez-vous un commentaire sur la phrase de Netanyahou au sujet d'Hitler? Elle est bonne celle-là. Bon, alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous voulez relancer la page ou je le dis, comme vous voulez. Bon, alors Netanyahou aurait dit qu'en fait, derrière l'action contre Israël, c'était le grand mufti de Jérusalem à l'époque d'Hitler qui aurait poussé Hitler à sa politique anti-juive. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de Netanyahou. Là, il exagère un tout petit peu. Et c'est, je dirais, son obsession de diaboliser le monde musulman dans son offensive contre les Palestiniens. Alors, je ne sais pas si vous allez me poser la question ou pas, mais enfin, sinon, je trouve que ce que je vais dire complète un petit peu ma réponse à votre question. L'histoire de l'intifada au couteau. Quand on nous parle. Avez-vous remarqué une chose? C'est que souvent on nous dit il y a eu un Israélien, un policier, un soldat, une Israélienne qui ont été blessés. Ah bon. Et après, hop, l'agresseur, ou soi-disant agresseur, est tué. Bon. J'ai des échos que ce que nous disent les services de sécurité israéliens ne correspondent pas à la réalité. Que, en fait, c'est une chasse à l'homme. Il y a un musulman, un palestinien qui passe dans le coin, on le tire comme un lapin, et ensuite c'est présenté comme un agresseur. Il y a eu des soi-disant agresseurs qui ont été tués sans avoir le même couteau entre les mains. Alors voilà, c'est toujours la même politique israélienne de pousser dans leur retranchement les Palestiniens. Et tout ça a commencé avec l'histoire de la mosquée Al-Aqsa, sur l'esplanade des mosquées, qui est un lieu de culte très curieux parce que normalement ce sont les Palestiniens qui ont le droit de l'utiliser, mais les Juifs aussi, 1 ou 2 jours par semaine. Je ne sais pas, c'est encore un statut invraisemblable. Et tout le Moyen-Orient est fait de trucs bizarres dans ce lieu. Or, les Israéliens ont voulu récupérer la mosquée Al-Aqsa. D'où l'explosion de fureur des Palestiniens, et c'est comme ça qu'a commencé l'intifada des couteaux. Donc vous voyez, provocation, ça c'est l'éternel jeu des Israéliens, provocation israélienne contre les Palestiniens, ce qui les force à réagir, et la réaction des Palestiniens va permettre aux Israéliens de les matraquer, bombes, assassinats ponctuels, etc. etc. C'est répétitif. Le coût de l'accueil des envahisseurs par l'Allemagne devrait coûter pour la seule année 2015 près de 10 milliards d'euros. Cependant, la chancelière allemande affirme que l'équilibre budgétaire sera maintenu. Où va-t-elle donc trouver l'argent? Bonne question. Dans la poche des Allemands, comme nos gouvernements dans nos poches. Le problème, c'est que c'est en train de lui retomber sur la figure, parce qu'il y a toute une campagne maintenant qui demande sa destitution, et mieux encore, sa traduction devant les tribunaux pour haute trahison. C'est pas rien. Vous imaginez? Ça, c'est curieux, il n'y a aucun de ces groupes révolutionnaires d'extrême droite qui demandent la destitution de Hollande
de Valls et compagnie et traduction pour eux trahison. Je crois l'avoir déjà fait, moi, personnellement, c'est curieux. Je n'ai pas été suivi. Ça n'a pas été annulé, un procès en haute trahison en France? Il n'y a pas une histoire d'annulation? Il y a le C'est plus tribunal de possible. la République. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il me semblait Non, que il y c'était- a une entité capable de juger un homme politique de gouvernement. Je crois que c'est le tribunal. Non, je crois, non, il y a tout de même quelque chose. Non, et puis, bon, de toute façon, on peut le recréer. Hein. C'est pas interdit. Oui, tout à fait. Quel lien y a-t-il entre de grandes firmes américaines comme Coca-Cola et la maçonnerie? Excellente question. Alors, le problème, c'est toujours d'avoir des preuves. Mais on peut en avoir des preuves indirectes, relativement simples. C'est que tous les grands corps de l'administration américaine et des grandes entreprises américaines, etc., sortent des grandes universités américaines, et notamment de Yale, qui a la caractéristique d'avoir été le foyer de ce qu'on appelle les Skull and Bones, qui est la reconstitution moderne et anglo-saxonne des illuminés de Bavière de Weishaupt. Voilà. Donc, il est évident, or, ce que l'on constate aussi, ce qui confirme justement que ces gens-là sont bien, sinon des Skull and Bones, ou tout au moins influencés par ces milieux-là, c'est que toutes ces grandes firmes américaines sont mondialistes. Pour lutter contre l'invasion de l'Europe, l'Union européenne tente de faire pression sur la Turquie pour qu'elle retienne les migrants. Cette solution n'est-elle pas illusoire? Bon, il est illusoire et ça a eu une conséquence très, très dommageable pour nous tous. C'est que grâce à Angela Merkel, qui est allée faire son petit cavalier seul en Turquie, pour supplier Erdogan de retenir les migrants chez lui, elle lui a remis le pied à l'étrier pour les élections. Et c'était une surprise qu'il ait gagné. Alors, qu'il y ait eu du traficotage électoral, c'est très possible, c'est évident. Mais je crois que l'aspect rassurant de Merkel soutenant Erdogan a joué en faveur de celui-ci. Donc c'est pas du tout, encore une fois, Merkel a été un élément désastreux pour la défense des Européens en général, et de nous en particulier. Le Conseil sur le synode porte-t-il atteinte au dogme catholique, comme le dénoncent certains? Alors ça, le problème religieux, je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus on évite d'en parler dans la politique. Et le pape François, comme on dit, doit donner sa réponse définitive dans un an. Après la Hongrie qui a déjà construit un mur pour lutter contre l'invasion chez elle, l'Autriche et la Slovénie se sont dit prêts à en bâtir également un. Que vous inspirent ces initiatives? Eh bien, comme je l'ai répondu tout à l'heure à la question de Diane en ce qui concernait la Hongrie, ces gens-là se rendent compte que petit pays relativement peu peuplé, ils ne vont pas avoir la capacité d'accueillir ces vagues d'immigration. Donc ils se défendent comme ils peuvent. Et c'est très bien parce que ça oblige des pouvoirs qui n'étaient pas très préoccupés des intérêts nationaux à faire attention parce que derrière, il y a les réactions populaires qui vont leur faire payer cher leur lâcheté. En question de culture, hormis vos livres, y a-t-il un livre que vous conseillez aux auditeurs? Bon, merci de parler de mes livres, mais vous savez, c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site. Vous avez la Bibliothèque nationaliste et il y a tous les livres que l'on recommande. Donc voilà. Je ne vais pas me casser la tête à répéter, il n'y a qu'à aller sur le site. Tous les livres indiqués que l'on estime tout à fait utiles sont répertoriés. Sinon, dans la lutte contre l'État islamique, pourriez-vous faire un parallèle entre l'intervention de la coalition américaine et l'intervention russe?
Le parallèle est évident, il me semble, c'est que les Américains nous disent qu'ils bombardent l'État islamique, mais l'État islamique, et ça je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises dans mes dernières conférences, l'État islamique ne fait que progresser. Alors, je trouve ça très curieux tout de même, parce qu'avec les moyens modernes de l'aviation américaine, qui déjà avait très bien su faire le travail avec des moyens moins sophistiqués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous Dresde, Hambourg et autres villes en Allemagne, brûlées au phosphore, sur les populations civiles. J'ai oublié le petit détail de Hiroshima et Nagasaki. Quand les Américains veulent vraiment mettre quelqu'un à genoux, ils savent très bien le faire. Donc s'ils ne sont pas capables, apparemment, de mettre à genoux l'État islamique, c'est qu'ils ne le veulent pas. Hein? Alors justement, et c'est ça tout leur drame pour eux, c'est de voir que Poutine, lui, ne s'embarrasse pas des mêmes intérêts que les Américains. Pas oublier ce qu'il y a derrière l'action des Américains. Je parlais tout à l'heure du Grand Israël. C'est ça qui est en jeu dans le Moyen-Orient actuellement. La destruction de l'Irak, l'Afghanistan d'abord, la destruction de l'Irak, la destruction tentée de la Syrie, tout ça c'est fait pour supprimer tous les pays constitués qui sont un obstacle à l'expansion territoriale d'Israël, tout simplement. Et là-dedans, Vladimir Poutine il dit eh oh, maintenant ça suffit, assez joué comme ça, vous faites semblant, ben, je vais vous montrer comment on fait pour liquider un adversaire. Voilà. Telle est la différence. Et enfin, pour terminer, dernière question. Quelle musique aimez-vous écouter pour vous détendre après vos travaux intellectuels? Ah oh. Bon, du classique, ce qu'on appelle au sens large du terme le classique. J'aime le baroque, j'aime certains romantiques, pas tous. Je vous signalerai que quand j'ai préparé en première année de médecine mon examen d'anatomie, qui est vraiment un sacré morceau, c'est fait pour décourager les étudiants qui rentrent en voulant faire la médecine. À l'époque, on avait un pavé de 5 volumes. Voilà. L'auteur s'appelle Testu. C'est remarquable comme bouquin, c'est un ouvrage d'art, on peut dire, avec des planches anatomiques remarquables. 5 gros volumes de cette taille-là chacun. Et j'ai réussi à passer l'examen d'anatomie dans la séance de rattrapage des élèves, des candidats de l'année précédente. Et je l'ai fait en préparant, en étudiant justement, en mettant dans le crâne toutes ces planches d'anatomie, les descriptions, etc., en écoutant quoi? Du Beethoven. Mes parents me disaient, mais comment ça ne te distrait pas? Ça ne me distrait pas, ça me détendait. Voilà, alors, bon, je suppose que vous voulez savoir quels sont mes chéris au point de vue compositeur. Ben, je suis très éclectique, j'aime évidemment alors, les grands classiques, Beethoven, Mozart, etc., mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres. J'aime beaucoup Tchaïkovski. On en parlait l'autre jour, dans la culture russe avec Dostoïevski. J'aime beaucoup Tchaïkovski, c'est une richesse mais foisonnante. Il y a des auteurs slaves aussi comme Dvorak et Smetana qui sont remarquables. Les Italiens, tout le baroque italien avec Vivaldi, puis d'autres relativement moins connus qui le sont devenus maintenant tels qu'Albinoni et autres. Et puis des baroques français. Et là encore, on ne sait pas vendre nos richesses. On parle peu de la musique symphonique française. Les baroques français, bon, à part Lully et Rameau, il y a des richesses. Il y a Corrette, il y a de Lalande, il y a 36 000. Et alors un que j'aime particulièrement dans l'époque pas tout à fait moderne, puis ça commence tout de même, le temps passe, c'est Saint-Saëns, Camille Saint-Saëns. J'aime beaucoup Camille Saint-Saëns. C'est quelqu'un qui, sur le plan français, est du même type que Beethoven. Il a une richesse et une panoplie de créations vraiment remarquables. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de musique, c'est l'ordre. Quand vous entendez une musique, ces musiques-là, il y a une séquence logique d'une note
a une autre note. C'est pas comme dans la musique moderne où tout est fait en disharmonie. C'est la volonté de la disharmonie que l'on retrouve dans la peinture, dans l'architecture et tout. Des lignes brisées, des choses qui ne sont pas compatibles entre elles. Or, dans cette musique classique, qu'elle soit baroque ou qu'elle soit romantique, il y a une logique. C'était encore la logique de l'ancien régime, comme disait l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui structurait les esprits de l'époque. C'était un des éléments de structure. Et que ce soit en musique, en architecture, en peinture, en tout. Très bien. Merci, monsieur Ploncart-Dassac. Merci à vous, Diane. Eh bien, chapeau, vous êtes très bien débrouillé. Merci. Par le tract. Bonne lectrice. Merci à vous, bien entendu, Vincent. Et je dois vous féliciter tous les deux. Vos questions sont très bien vues. Très bien vues. Ça colle à l'actualité. Et ce qui nous permet de donner des réponses aux gens qui voient l'annonce de ces faits sans savoir très bien ce qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment très utile. Merci à vous. Merci.